représenter difficulté pour l'explication mécanique. Vraiment, imprimant, merci de venir. Écoutez, si quelqu'un d'autre peut enregistrer, bien. Voilà. Alors, du coup, le problème, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où le vivant apparaît un tout, ça pose une difficulté mécaniste. Merci. Que finalement, dans l'explication mécaniste, vous décomposez une et vous devez isoler chaque élément d'une dualité organique. Voilà. Donc, ça va être extrêmement important. Donc, on avait parlé suffisamment, Guilhem, du caractère très individuel du vivant en général, non seulement de l'être humain, mais du vivant, qui constitue justement aussi un obstacle, un autre type d'obstacle à son étude. Voilà. Et donc, chaque organisme va avoir ses propres normes. C'est le principe de dire qu'il y avait plein de maladies rares, en fait. Voilà. Et donc, un élément amputé, un organisme, pardon, amputé d'un de ces va reconstituer de nouvelles normes. C'est exactement ce que dira Canguilhem à partir de l'individu qui n'a qu'un seul rein. Vous devez inventer de nouvelles manières. Donc, ça va être extrêmement important. Et donc, à partir de là, vous voyez bien que l'analogie à la machine ne fonctionne plus très bien. C'est toute la différence que fait entre la force motrice de la machine et la force formatrice de l'être humain. D'accord ? La question, c'est aussi où commence, où s'arrête. Donc, il faut parler évidemment, il ne suffit pas de parler de partie pour d'organes, parce que cette interaction non pas. Et un organisme, du coup, ça devient vérifier, voix et vidéo. Ah, ok. Alors, vous m'entendez mieux dans la partie qui est super. Bon, j'ai déconnecté, reconnecté, il y avait eu un problème. J'étais en train de parler de Barjavel. Barjavel, c'est quelqu'un qui dit le prodige, ce n'est pas que l'homme avec couteau et ouvert qui était au préalable fermé et que maintenant il sache à quoi chaque organe sert. Le prodige, c'est que chaque organe sache quand il doit. J'ai un problème, j'ai des grosses bêtises. Un instant. Donc l'idée que chaque organe sache à quoi il doit servir, l'idée de cette force formatrice et l'idée aussi de cette exigence du corps. Le vivant est un qui s'organise de façon immanente, évidemment, d'un automate. Et c'est la raison pour laquelle il peut faire des erreurs. Il peut produire une monstruosité. En revanche, on n'a pas ce qu'on pourrait appeler une tératologie mécanique, une machine monstre. La tératologie, c'est d'une certaine manière la science de la monstruosité, l'étude des monstres. Donc retenez bien cette donnée. Hier avec un collègue en philo, puisqu'il disait, voilà, moi je fais cours sur le solipsisme, et c'est dans le cadre du cours sur autrui. Et le solipsisme, c'est ce fou enfermé dans un blocos imprenable, c'est, si vous voulez, la solitude extrême. Et il me disait, ça lui faisait un effet terrible de faire cours face à un ordinateur complètement seul sur le solipsisme. Bon, alors, c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous m'entendez bien ? Être solipsiste. En plus, ça y est, vous êtes arrivés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... moins bien que la dernière fois. Donc parfait, vous m'entendez bien. Donc oui, j'étais en train de vous dire pas de tératologie mécanique, pas de monstruosité du côté des machines. Et donc voilà, c'est-à-dire que si les réplications des chaînes d'ADN avaient toujours été pas encore au stade de bactéries, l'évolution en fait c'est une série de fautes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, d'accord ? Donc il faut le comprendre, voilà, dans la des chaînes d'ADN. Alors, du coup, bon, effectivement, il faut se dire que le vivant se caractérise aussi par la volonté de maintenir. Et la mort apparaît alors à une désinterstructure. Et on le disait la dernière fois, elle fait partie intégrée du programme. Voilà. Au contraire, vous voyez bien en quoi le modèle mécanique est à la fois limité, c'est qu'on peut imaginer changer toujours les pièces d'une machine. D'accord ? Mais concernant le vivant, on voit bien que la mort fait partie de la vie. Et donc, je vous cite Heidegger ici, dès qu'un être vient à la vie, il est assez vieux. Alors, on va continuer ici. Donc ça c'était la fin du petit 3, d'accord ? Donc c'était sur le modèle mécanique en fait. Donc on va passer au grand 2. Le grand 2 qui va se faire de deux manières, enfin avec deux sous-parties. Donc on va faire des approfondissements avec différentes, on va penser en priorité Darwin. Bon, il va y avoir pas mal de choses là-dedans. Donc en gros, le grand 2, il s'intitule Penser connaître la connaissance du vivant. Le grand 2, une connaissance approfondie du vivant est-elle possible, d'accord ? Et donc, à partir de là, on va faire deux sous-parties. Donc, la deuxième sous-partie, en fait, consiste en une dissertation. Donc, le premier moment qui consiste en, j'allais appeler ça rappel, mais titre après. Je dis ça parce que y a beaucoup de choses et ça va apparaître. En fait, ça peut être aussi aperçu historique si vous préférez, mais voilà. Je suis pas trop sûre du titre. Alors,
Donc c'est le petit 1 qui est notre plume aujourd'hui. J'ai l'impression que le changement d'horaire peut... Vous êtes là, Benoît, génial. N'hésitez pas à écrire si vous êtes seul en faisant. Alors, du coup, vous donner plein d'éléments. Voilà. Premièrement, on va penser diversité du vivant, la question de l'évolution des espèces. Je vous avais dit sur Darwin, les critères de distinction des êtres vivants et des êtres animés. Donc vous avez tout ça. Alors, pourquoi aperçu historique? Parce que je vais vous donner des dates. Il faut comprendre que la biologie, qui est la science de la vie, c'est une discipline récente. Je vous écoute. Quelle est en fait la date, d'après vous, de son apparition? Quand? La question elle est toute simple. C'est d'après vous, quand est née la biologie? Je vous laisse écrire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu avant Lucie quand même. C'est voilà, c'est plutôt le 18. La telle date. Alors, c'est la fin, c'est la toute fin du. Donc, si vous préférez, tout début du 19e, ça même en fait. Bon, alors ce dont je vous parlais, sur mécaniste du vivant, le modèle mécaniste, vous voyez que c'est pas encore classé dans la biologie à proprement parler. Les auteurs, par exemple Descartes, qui n'est pas considéré comme un biologiste, mais qui va employer ce modèle. Donc c'est un modèle finalement pré-scientifique. Ça n'empêche que même si elles peuvent être pré-scientifiques ou scientifiques, elles vont donner plein d'enseignements. Et il faut comprendre qu'à partir du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, la discipline va vraiment se construire. D'accord ? Il faut préciser ici, c'est que c'est des approfondissements. C'est pour ça que le titre, c'est connaissances approfondies. Donc, on va approfondir par rapport, on disait, avec Mehdi a donné une part très importante du vivant, et il va compiler des observations. Donc, c'est comme Darwin qui part à bord, il va observer pendant 5 ans le vivant. Mais c'est l'importance en fait de l'observer. Aristote, il va observer différents animaux et établir un système, on a déjà parlé d'ailleurs, un système qui va demeurer d'usage jusqu'au XVIIIe siècle. Donc il va faire tout ça dans un ouvrage qui s'appelle De l'âme. Vous vous rappelez, l'âme émotionnelle, tridimensionnelle. C'est dans cet ouvrage. Et donc tout vivant possède une âme. Donc c'est important de savoir, c'est pour ça que c'est une histoire de la philosophie ici, un âme historique, mais tout vivant possède une âme qui va animer le. Et l'âme représente la théorique à ce qu'on appelle l'illémorphisme. Ici, l'illémorphisme, c'est l'idée que tout vivant est composé de matière et de soit un mix. L'âme va donner la forme. C'est comme un sculpteur qui sculpte un bloc de marbre. C'est ce qui donne la forme. Et donc, on peut vraiment faire l'analogie avec le sculpteur intéressante. Mais encore une fois, l'analogie, elle ne fonctionne pas pleinement puisque la puissance de production chez le vivant, elle est un organisme vivant croît de lui-même. On appelle ça que l'organisme croître de lui-même. Morphogenèse autonome. Vous me transformez en solipsiste, fermé, pas dans une tour imprenable, mais solipsiste confiné. Voilà, donc en gros, j'ai compris, c'est la morphogénèse autonome croisse de lui-même. Et donc, 4 l'âme végétative des végétaux, l'âme sensitive des animaux, qu'il appelle aussi l'âme locomotrice, c'est l'idée du mouvement, puis l'âme intellective, l'être humain. Je vais vous donner un petit débat ici. On est toujours dans une espèce d'histoire de la philosophie. Et vous vous apprêtiez à écrire. J'ai eu une lueur d'espoir, mais en fait, non. Vous êtes en train d'écrire. Donc, du coup, le petit débat, c'est tenez bien, ce débat. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, quelques paroles. Bon, mais vous étiez en cours avec Polytechnique. Mehdi, oui, je viens de vous voir apparaître. Là, je disais, tiens, Mehdi est arrivé. Vous nous aviez prévenu, Mehdi, vous m'avez un cas. Vous arrivez pile au moment du débat entre Aristote, certains Empédocle. Empédocle, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, en fait, que c'est lié au hasard. L'évolution. Enfin, à l'époque, on ne parle pas d'évolution, mais il nous dit en gros toute la diversité du vivant liée au hasard. Et Aristote, lui, il va vraiment parler de finaliser. Si on reprend ce débat, les vont ingénieurs, voilà. Et donc, du coup, Aristote, il faut bien que vous reteniez, d'accord? Retenez bien ça. Aristote va nier la présence du hasard. Finalement, vous avez en fait aux origines de l'animal plein d'organismes distincts dans leur vie. Ça, je vous parle d'Aristote. Et puis certaines vont disparaître immédiatement. Vous voyez qu'ici, c'est intéressant parce qu'on voit se dessiner creux en gros, une partie de la théorie de Darwin, donc, sur la sélection naturelle, la sélection des organismes les plus adaptés, qui survivent sont les plus adaptés. Et donc, du coup, il y en a qui et les autres survivent jusqu'au jour d'Aristote. Donc, les animaux engendrent des animaux de la même espèce, d'accord ? C'est-à-dire, vous vous rappelez, ça s'appelle l'invariance inductive. Pour Aristote, ça, c'est un argument qui suffit. Alors, mais pour Aristote, ça suffit pour dire que la nature obéit à un... voilà. Donc, du coup, cette conception va être très critiquée à classique de Descartes. On l'a vu, on a bien dit que le modèle mécanique était un contre-pied qu'on va prendre face à la théorie d'Aristote. Mais
bon, vous allez quand même trouver des défenseurs du finalisme, par exemple chez Leibniz, chez Malebranche, à partir d'arguments, alors certes, qui vont pas trop nous convaincre scientifiquement, en tout cas, parce que les arguments, c'est toujours des arguments fondés par la création du monde par Dieu. Voilà, au moins, retenez ça. Alors, je vous ai dit, c'est un approfondissement. On fait un peu comme des poupées russes, là, on lit, justement déploie tout ça, et le grand 2 après. Donc, je vous ai déjà donné les mécanismes. Il faut savoir que le modèle mécaniste, il va pas être développé juste par il va aussi être développé par Galilée. Donc, vous voyez, en fait, tous ces gens dont je vous parle, des grands savants. Galilée avec un G, évidemment. Et Galilée, on le connaît surtout pour en physique. Vous voyez qu'il s'est aussi positionné. Et il a aussi réfléchi par rapport à la... Ça veut dire qu'il a aussi contribué avec Descartes à proposer un modèle mécaniste qui était opposé au finalisme d'Aristote. Opposé à l'idée que le vivant poursuivait un but, qu'il y avait une hiérarchie des êtres, une complexification croissante, etc. Et donc, du coup, dans le modèle mécaniste, on va retenir juste la matière, on va retenir des lois mécaniques, les régularités des phénomènes naturels, on va parler d'un ordre. Vous voyez l'analogie finalement, enfin la proximité avec la physique. Et la nature va être conçue comme une grande machine. Enfin, c'est la nature tout entière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que c'est la nature tout entière conçue comme une grande machine. Alors, Descartes, il faut bien le repréciser, a refusé ce paradigme en fait de l'animal-machine. Alors, c'est la maîtrise. Donc, du coup, bon, ce qu'on peut préciser, c'est que la théorie de l'animal-machine, c'est-à-dire en fait qu'elle n'a pas de conscience, n'a pas de sensation, elle semble complètement obsolète aujourd'hui. Et puis surtout, même à l'époque, elle n'était basée sur aucune sensation. Il n'y a pas d'expérimentation de la part de Descartes. D'accord? Donc, du coup, déjà, ça va poser des difficultés. Et puis aussi, le problème mécanique qui pose d'autres problèmes. Parler, mais si vous voulez, à partir du moment où vous parlez de l'animal-machine, vous faites plus de différence entre un être animé et un être inanimé. Descartes nous dit, bon, chez les vivants, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a voulu conférer cet ordre, c'est Dieu qui est responsable du mouvement des animaux. Bon, ça, comment dire, ça résout pas grand-chose, hein. Bon, donc du coup, tout ça, bon, des brefs rappels, mais on en a parlé déjà, donc on va pas aller plus. C'était par rapport à l'option modèle mécanique et vitalisme. Je vous ai dit, le but de ce grand 2, c'est d'aller un petit peu loin dans ce qui s'est passé avec Darwin, qui d'ailleurs a été, il a été, comment dire, corrigé sur certains points, mais il a quand même posé des... Et donc on va s'essayer à la connaissance du vivant tel 18e. Je ne sais pas si vous savez, mais la nomenclature binominale pour chaque espèce animale ou végétale il va y avoir deux noms, Carolus linnaeus. Donc c'est une nomenclature binominale de nommer, c'est donné en latin. Il y a en fait un genre et une épithète spécifique. Donc ça, vous avez remarqué, des noms à chaque fois. Et bien ça, on le doit à Linné. Donc Linné a été une grande classification du vivant. On est encore loin de que Linné considérait que la nature n'évolue pas, ne varie. Le système de Linné, on va dire qu'il est fixé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas erreurs d'implication d'ADN, en fait, elle n'existe pas pour lui. Donc, pour lui, c'est fixe. Voilà. Alors, il y a un autre nom c'est le nom de... Donc, Buffon, lui, il va s'intéresser justement, lui, à l'évolution. Et donc, il va justement... Alors, c'est pour ça que c'est très novateur. Ça va être repris. Buffon, lui, il va essayer d'expliquer la vie à partir de la chimie. Et donc, son idée, c'est de dire que les molécules organiques forment molécules inorganiques. Alors, ça, c'est pour Buffon. Donc, vous avez bien retenu, Buffon, il va parler d'adaptation vivante, d'évolution, tandis que Linné, lui, était... Vous avez un autre nom qui est allemand, qui s'appelle Lamarck. Lui, il va annoncer les thèses évolutionnistes de corps, et donc, il va élaborer une théorie de l'hérédité. Donc, voilà, c'est l'idée des modifications par rapport aux descendants. Bon, alors, tout ça, c'est ceux qui ont précédé Darwin. Compris, si, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit devient un argument d'autorité. Mais si vous voulez, Darwin, lui, il va expérimenter. Vous savez que Claude Bernard va parler de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Le rôle de Darwin va faire un voyage scientifique autour du monde. Donc, là, j'ai envie de dire la chance. Il a fait un voyage scientifique qui a duré 5 ans. Et donc, il a son carnet, en gros, il passe son temps à prendre des notes sur les organismes vivants. Vous êtes toujours là, vous n'avez pas de questions, plus de retard, oui et non. Ah, bonjour. Benoît, réponse quantique. Question Célia, merci. Benoît, c'est énigmatique. En fait, oui et non, pas de questions. Dites si vous avez des questions. Alors, voilà, donc, un voyage qui va durer 5 ans, il va recueillir énormément de vivants.
et il va produire une thèse évolutionniste qui va se démarquer très nettement de la marque. Donc c'est l'idée, c'est la fameuse survie du plus fort. D'accord. Il n'est pas question de tourner ça que les plus faibles disparaissent, surtout que les plus fortes, c'est-à-dire fortes en fait, ça veut dire les plus adaptées à leur milieu, donc c'est toujours contextualisé. Les espèces les plus adaptées, les plus aptes à leur vie eu égard au milieu vivent, sont privilégiées dans leur regroupement. Le milieu va être un facteur de sélection. C'est l'exemple très célèbre qui est en fait un cas d'école. La phalène du boulot. Vous faites ça en SVT en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? Parce que j'aime bien le faire en parallèle du SVT. Normalement, on devrait la même chose, hein. En tout cas, j'espère. Je ne sais pas comment on vous présente la théorie de l'évolution. Si on vous présente les critiques, parce qu'elle a aussi été critiquée par des philosophes et par des scientifiques. Alors, dites-moi. Voilà, les antilopes et les acacias, donc les vides des plans fixés. Je vous l'ai dit, hein, Darwin il était fasciné par... Il faut lire hein, les espèces, c'est un livre intéressant. Et donc, il parlait de la théorie de la racine cerveau. Pour Darwin, les racines représentent le cerveau. Donc, du coup, le milieu de l'homme et la sélection. Bien vos cours, est-ce que ça serait possible? C'est par simple curiosité, parce que là, je suis plus en mesure de discuter vraiment facilement avec mes collègues, mais si c'est possible que vous preniez en photo vos cours, et vous inquiétez pas, je ne vais pas regarder votre prise de notes, mais simplement pour voir comment on vous présente. Ça m'intéresse parce que forcément, comme le cours sur le vivant ne peut pas faire passe là-dessus, ça m'intéresse. Donc, vous faites des bilans, vous travaillez le livre. Ouais, mais justement, si vous pouviez prendre en photo ça, moi j'ai... Et si vous pouviez m'envoyer le PDF, je vous remets mon adresse mail, justine-barbier4@gmail.com. Non, mais ça me permettra aussi de ne pas faire de choses redondantes, si vous avez déjà les infos, et puis de voir dans quelle mesure on peut aussi questionner tout ça, parce que vous savez bien que le rôle du philosophe, c'est aussi d'introduire quelques points d'interrogation supplémentaires. Voilà, donc j'étais en train de vous dire, voilà, le milieu chez Darwin. Donc c'est bon, quelqu'un peut me l'envoyer, le doc? Le milieu chez Darwin, donc il va exercer une sélection naturelle qui va être opposée à la sélection artificielle réalisée par les éleveurs. Les éleveurs, ils font des sélections artificielles, par exemple une race de chat, les chartreux, on fait une sélection artificielle. Mais vous voulez, Darwin, ce qu'il va montrer, c'est que le milieu lui-même représente une sélection naturelle. Donc vous comprenez que sélection naturelle, c'est à opposer à sélection artificielle. Ouais, personne m'a répondu pour le document là, que quelqu'un m'envoie. J'insiste un peu, mais parce que ça m'intéresse vraiment. Vous avez en PDF, ouais, Lucie, super. Donc du coup, donc en fait, la sélection naturelle, elle est fonction de quoi? Elle est fonction de l'aptitude à se défendre de ses prédateurs, à résister aux maladies, bon, comme ça, hein. Et la dernière fois, on parlait finalement de ce que Darwin a appelé la sélection sexuelle, c'est-à-dire les pattes très orangées des canards, ils vont avoir, vous vous rappelez, un avantage reproductif, parce que les femelles vont les choisir, et donc ça, c'est une sélection. En fait, Darwin a beaucoup parlé... Donc vous avez compris, hein, c'est ça l'adaptation, l'aptitude des proies à se défendre des prédateurs, et comme je vous disais, à résister. Donc, alors, Darwin, pour lui, l'évolution, elle a pour cause l'apparition hasardeuse de différences au niveau. Pour lui, c'est le hasard, hein. Alors ça, pour ceux qui prennent les notes, là, c'est très important de noter ça. C'est vraiment l'idée du hasard, hein. Donc ça se fait au hasard. Et ce sont des différences qui, si elles s'avèrent avantageuses, peuvent être transmises par reproduction. Donc il y en a plein qui sont neutres, qui ne vont pas permettre l'évolution, mais il y en a certaines donc elles peuvent être de trois types. En fait. Ils peuvent être désavantageux, peuvent être neutres ou ils peuvent favoriser. Donc voilà. Et ces différences, pardon, si elles s'avèrent avantageuses. Ah génial, merci Lucie. Pour SVT évolution, en fait, elles peuvent être transmises par production, par hérédité et intégrer les propriétés de l'espèce. Donc, apparition hasardeuse de différences au individu, je répète, hein, différences qui, si elles s'avèrent avantageuses, transmises par reproduction, hérédité et intégrer les propriétés de l'espèce. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Est-ce qu'on vous dit que ce que je viens de vous dire là par rapport à des changements qui peuvent être... parce que j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté dans la théorie de Darwin elle-même. Est-ce qu'on vous parle de mutations neutres ou de mutations qui vont dans le sens de l'évolution? Comment on vous présente tout ça? Je vous laisse écrire en parallèle cette question. Bon, déjà, je regarderai un document que vous m'avez envoyé. C'est pour savoir comment on vous présente par rapport à la sélection naturelle, c'est-à-dire l'idée que les mutations, Darwin, dans d'autres textes, nous dit très clairement, certaines mutations peuvent être neutres, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas dans le sens de l'évolution des espèces. C'est juste un changement, mais qui n'est ni avantageux ni désavantageux. Il peut se maintenir, en fait. Donc en gros, il n'y a pas que les mutations avantageuses qui se maintiennent. Il y en a aussi qui sont neutres, qui n'ont aucun impact sur la sélection naturelle. Est-ce qu'on vous présente les choses comme ça? On vous parle de ces deux types de mutations. Je vous laisse un peu de temps donc, pour répondre à ça.
Donc, je continue. Alors, je voulais vous dire que... Attendez, je vais mettre une petite note ici, j'ai juste besoin de choses. Alors, je continue. Donc, en gros, voilà. Donc oui, il faut bien comprendre que Darwin va penser pas seulement du résultat du milieu, mais aussi le fruit du hasard. Et c'est un fruit qui ne se que s'il résiste à la sélection. Donc, il n'y a pas de providence divine. C'est pour ça. Alors, vous n'imaginez pas mal Darwin. Vous n'imaginez pas le degré de culpabilité qu'il a parce que il est dans une époque très croyante. Et en fait, lui, il rejette l'idée de providence divine, rien à voir avec ça. Et donc, il a l'impression d'apporter vraiment le pavé dans la mare, quoi. Alors, Adrien, vous avez un peu répondu à la question. Les mutations sont aléatoires. Oui, donc, et celles qui se gardent sont celles qui permettent à l'individu de vivre plus longtemps ou de survivre plus facilement. Exactement, bon, c'est ça. En fait, on continue. Donc, du coup, vous l'avez compris, pas de finalisme, pas de divine. Et il va y avoir une négation dans la Bible. Enfin, il va y avoir les théologiens, vous n'avez pas l'état théologien, ça ne leur convient pas du tout. Donc beaucoup d'opposition de la part des théologiens et Darwin qui a fait preuve de courage en fait. Alors, alors on en a fait assez, enfin un peu n'importe quoi. On a parlé, il y a beaucoup de gens qui l'ont mal compris. Finalement, cette théorie, elle était complexe et elle avait beaucoup de points d'interrogation. Et il y a des gens qui parlent de darwinisme social. Et là, ça devient vraiment n'importe quoi. Il y en a un qui en parle assez bien, c'est Patrick Thor, que la sélection naturelle sélectionne les comportements qui finalement vont le plus en compte, comme si par exemple, j'en ai déjà parlé, comme si avec l'exemple de la médecine, on voit bien que on va sélectionner, on va apprécier des individus qui ont grand cœur, quoi. Donc du coup, on pourrait dire, on sélectionne les comportements qui vont le plus à l'encontre de naturelle première version. En gros, c'est comme s'il y avait deux versions. C'est ce que va défendre Patrick Thor. Donc vous voyez, ça pose plein de Darwin et c'est pas du tout terminé. D'ailleurs, je crois que c'est l'œuvre qui a fait le plus couler d'encre. Énormément de textes qui ont été écrits. Je vous l'ai dit, des commentaires philosophiques, scientifiques, voilà, c'est absolument passionnant, ça supposerait une vie entière. Et c'est l'une de mes plus grandes passions. Fascinée par la reprise, mais j'ai pas le temps de m'en occuper suffisamment, mais je sais que ça va m'occuper de longues années. Et je pense qu'une vie seule, je me demande si une vie seule suffit à appréhender toute la complexité de ce que ça a suscité comme débat. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de points d'interrogation. Raphaël, ça faisait longtemps, hein. Du coup, ça devient la sélection naturelle. Le comportement qui va en compte traduit la sélection naturelle. Oui, c'est ça, ça devient une sorte de sélection naturelle. Parce que Darwin, il nous dit bien, on sait l'altruisme parmi nos comptes. Et finalement, l'altruisme nous invite à... C'est un peu un serpent qui se mord la queue, je sais pas comment dire, mais l'altruisme nous invite à... La valorisation nous invite à sélectionner les comportements qui vont le plus à l'encontre de la sélection naturelle, du type les plus fragiles. Enfin, c'est pas... Vous voyez bien que ça s'applique pas du tout comme ça à l'homme. Il faut bien faire... Il y a quelque chose avec l'homme qui est différent, quoi. Hein. En gros, c'est un peu ce que dit la philosophie. C'est si intéressant. C'est que l'homme n'est pas un animal comme... Bon, alors, du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, faut pas faire dire n'importe quoi à Darwin, d'accord ? Il n'a jamais légitimé l'idée sociale. Il disait bien que ce qui faisait la partie la plus noble de nature, c'est justement cet athéisme-là. Hein. Bon, c'est important de l'avoir en tête, d'accord ? Alors, la biologie, elle se limite pas à la théorie. Vous avez aussi la théorie cellulaire, la théorie qui va parler de la cellule, qui est le constituant. On pourrait dire en fait que l'atome est à la physique ce que la cellule est à la biologie, c'est-à-dire son unité de base. C'est son constituant ultime. Donc on va s'intéresser à la relation avec l'homme. Et puis effectivement, donc, comme je vous le disais, il n'y a pas que la théorie de l'évolution, il y a la théorie cellulaire, il y a aussi la génétique, donc la transmission héréditaire qui était assez obscure chez Darwin. On se rappelait que dans la deuxième partie du 19e siècle, mais le début de la deuxième partie du 19e siècle, et la génétique, voilà, elle pas là-dedans tout simplement parce que connaissance. Je vous invite à lire Darwin dans le texte. Vous lisez l'évolution des espèces. Donc, du coup, comme c'est assez obscur, cette transmission héréditaire demeurait assez obscure chez Darwin. Donc, donc vous voyez plein de... Voilà. Alors, il va aussi être caractéristique, puisque je vous ai dit, le but est une histoire de la connaissance vivante. Parallèlement à cette logique, avoir une détermination plus marquée, un plus grand pour ce qu'est la vie en essence et une réflexion sur les sciences du vivant elles-mêmes. Hein. Vous avez un grand auteur, un grand philosophe, qui s'appelle Foucault, ici, qui va proposer une sorte d'archéologie du... Il va expliquer que le concept de vie devient une investigation qu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc en parallèle, en fait, de la biologie, d'accord ? Donc,
Avant ça, qu'est-ce que c'était le concept de vie? C'était simplement ce qui fait différence entre animé et à partir de la fin du XVIIIe siècle, disons l'idée que ça va devenir un objet d'investigation. Et pour lui, c'est Bichat qui va représenter le plus volonté vraiment étudier la vie dans son... Donc Bichat va s'opposer au fait d'emprunter concepts qui viennent de la physique et de la chimie, d'emprunter à la physique concept-là. Et lui, Bichat, toute sa vie, c'est donc un médecin hein, qui a écrit un peu comme Canguilhem, toute sa vie, il a affirmé le fait que les lois de la vie sont irréductibles aux lois des êtres purement matériels. Donc d'une certaine manière, en fait, dit en d'autres termes, ça veut dire que pour Xavier, briser entre la physiologie et la physique. Hein. D'accord. Donc, quand il écrit Bichat, sa phrase est appelée résister, d'une certaine manière que c'est depuis la perspective de révèle la essence de la vie, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et ça sera l'objet du grand 3. Hein. Dans le grand 3, on allait étudier tout ça. Vous avez compris, pour résumer, hein, là je vais aider notre plume, j'espère n'être pas perdu. Donc, l'idée de base ici, l'idée de tout ça, que la vie devient un objet d'investigation fondamental. Si ça va, tout va bien. Oui. Enfin non, globalement, c'est Bichat, c'est Foucault qui commande Bichat, c'est globalement à la fin. Là, il n'y a pas d'auteur en particulier, mais c'est Foucault qui... Donc la vie devient un objet d'investigation. Et comme l'écrit Auguste Comte, la vie va supposer constamment la corrélation de deux éléments inappropriés et un milieu. Vous voyez bien l'omniprésence de l'interaction avec le milieu. D'accord ? Donc c'est un processus d'une certaine manière d'action-réaction. Et le milieu va modifier la psychiatrie, c'est quoi ça aussi le milieu. Hein. Donc le milieu modifie, ce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'il faut que modification de l'organisme, vous modifiez le milieu. À quel point ça marche. C'est pour ça, c'est action-réaction perpétuelle, hein, action très... En gros, je résume, le milieu compris lui impose des contraintes propres, donc l'organisme modifié va modifier à son milieu. Hein. Voilà, donc il y a une réciprocité, hein, pour l'autrement, entre l'organisme et... Voilà. Bon, alors du coup, on va passer maintenant au 19e siècle avec l'homme, c'est-à-dire... Oui, bah bien sûr, ah pardon, j'avais pas compris. Bien sûr, Benoît, évidemment, par rapport au milieu, effectivement. Oui, pire et pour le pire. Hein. Donc, du coup, je voulais vous parler maintenant de Claude Bernard. Vous savez, c'est un médecin physiologiste et lui, il date du 19e. Donc, il s'est intéressé très près à la méthode de la connaissance. Et pour lui, il y a 3 phases qu'il faut bien retenir. D'abord, on observe. Hein. On peut découvrir des phénomènes nouveaux, éviter de faire des erreurs, évidemment. Et on utilise des instruments qui permettent d'avoir une connaissance très complète. Donc, observation. Ensuite, vous faites une hypothèse, vous produisez une idée avant de faire une expérience. Cette idée, elle va être soumise au contrôle des faits. Cette idée, en général, elle porte sur quoi ? Sur la cause des phénomènes. Donc, je répète, observation, hypothèse. Et ensuite, expérimentation. Donc, vous voyez, vraiment, ça commence à s'organiser. Et c'est là une fameuse méthode. Introduction à l'étude de la méthode expérimentale, ça a été un livre. Hein. Vous l'avez compris, observation, hypothèse, expérimentation. Voilà. Bon. Et on peut reparler un tout petit peu de Canguilhem. Alors, je vais faire très peu parce qu'on va parler, mais je veux vous donner 2-3 infos en plus. C'est que Canguilhem, donc un petit peu plus tard, et lui, il va défendre une conception non linéaire. Donc, il s'intéresse aux conditions d'apparition, montrer l'importance des erreurs, des obstacles à l'institution d'une science. Voilà. Donc, il montre la corrélation entre les développements théoriques, les avancées, les questionnements philosophiques, parfois les intérêts. Tout ça, ça va être... Vous voyez un petit peu l'histoire dont on a parlé, d'accord ? Alors, après, je pense que ce qui nous manque pour finir Titan, donc à la dissertation, pour le petit 2, je vous laisserai, je disserte, mais il nous manque des philosophes, là. Hein. Là, vous êtes scientifique. Il nous manque un peu ce qu'en ont dit. Hein. Reprenons. Du coup, la philosophie, elle va insister, c'est la force de vivre, c'est le thème de la prépa. Elle va insister là-dessus. Alors, que ce soit avec Nietzsche, Schopenhauer, vouloir vivre, ça va être cette volonté, d'accord ? Et donc les êtres vivants sont engagés dans une... Schopenhauer va écrire ça avant l'origine de Darwin, il ne donnera pas son attention. Ce qu'il appelle Schopenhauer, ce que Schopenhauer a fait, le maître tyrannique de... Voilà, donc c'est... Bon, vous vous rappelez, il est très pessimiste, et il y a une sorte de négation du libre... Alors, Nietzsche a été à la fois... Il a eu un rapport à la fois admirateur aussi, et donc... D'une certaine manière, Nietzsche va poser à l'idée de Darwin, selon laquelle la vie se définit avant tout par l'adaptabilité. Donc il va récuser, vous voulez, la réduction de la vie à sa réaction avec le... Bon, la vie n'est pas en fait une réaction, disons que ce qui gêne Nietzsche là-dedans, c'est l'idée. Et en fait, la vie, elle est avant tout un mouvement de croissance, de dépassement de soi. Ce n'est pas l'adaptation à une vérité, elle est plutôt une manière d'incorporer quelque chose. La vie va s'approprier ce qui est extérieur, elle va le conquérir. Et donc une vie qui ne serait que maintien dans l'existence, elle est une vie... Finalement, la vie est une exception, elle est un devenir. Bon, il y a des liens avec Darwin, parce que c'est de devenir actuel.
Et donc finalement, pourquoi est-ce qu'il va autant critiquer la métaphysique? C'est une manière d'avoir très mal compris. Quand vous cherchez des vérités universelles et éternelles, c'est la négation du mouvement même. Alors ça, c'est très important à comprendre. Vous comprendrez mieux Nietzsche si vous comprenez ça. D'accord? La vie change tout le temps. Et donc, vous ne pouvez pas obtenir des vérités. Donc, la métaphysique chez Nietzsche, ça devient le symptôme d'une vie malade. Voilà. Nietzsche, c'est vraiment le pensée de la symptôme d'une malade. Et d'accord, voilà. Bon, alors, que vous dire de et surtout, vous parlez voilà, de Schopenhauer. Je peux vous parler un tout petit peu de Bergson. Bergson, lui, il pensait que vivre, c'est aussi revenir beaucoup à l'intuition, des ideations abstraites, mais beaucoup faire appel à son intuition. Donc ça peut être intéressant. Hein, voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin, donc c'est déjà pas mal hein, comme titre. Voilà, donc pour résumer, le plus important de Darwin, vous pouvez retenir, ça c'est vraiment un résumé rapide, vous pouvez retenir que le précurseur de Lamarck, pourquoi? Parce qu'il va soutenir le caractère héréditaire des mutations d'organismes qui surviennent en raison des adaptations des êtres vivants à leur milieu. Donc chez Darwin, on aura de sélection et vous retenez le rôle joué par le hasard, la sélection hasardeuse de l'individuel au sein d'espèces, et si elles fournissent un avantage pour l'adaptation milieu pour la survie, elles seront transmises aux générations suivantes et elles deviendront des caractères héréditaires. Bon, c'est bien ce que précisait Adrien. Voilà. Parfait. Alors du coup, c'est tout. Donc là, on a fini le petit 1. Est-ce que vos profs en bio, là, en SVT, vous disent de l'état expert? Je ne sais pas hein, comment vous faites, mais peut-être vous lisez des fragments de l'évolution de Darwin. Enfin, moi, je pense que c'est très important de... Voilà, hein, c'est ça, c'est pas tant que ça, c'était l'idée que j'avais. Bon, je vous conseille ça. Je vous conseille de profiter là du confinement pour voir et ne jamais rien prendre comme argument de parce que Darwin a écrit, c'est là parce que Darwin a écrit ça, ça veut dire que c'est vrai, hein. C'est à questionner toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à prolonger tout si vous voulez après aller directions qui sont celles de la médecine, mais même ça nous concerne tous. Hein. Enfin, la médecine, voilà, la du corps humain, etc. Et de l'adaptation au milieu. Alors, on a terminé le petit 1, ce qui veut dire que moi j'ai terminé ce que je voulais vous dire par rapport au grand œuvre, parce que le reste c'est une... Alors n'ayez pas peur, mais vous allez avoir de quoi lire. Hein. Une gigantesque station, prend un peu tout, et je vous avais dit hein, que pour cours sur le vivant, j'ai beaucoup de documents à vous donner. Bon, donc c'est comme ça. Donc ce qu'on va faire pour ne pas perdre de temps, non, j'allais dire, je vous les envoie après, je vais avoir aussi d'autres choses de prévues. Donc pour ne pas aller trop tard, on va faire une pause du coup de 2 minutes, le temps que j'envoie à Alex les pages. N'ayez pas peur, hein, beaucoup, il n'y a pas non plus de numéros. D'accord? Parfois c'est surligné, c'est une chose. Ce que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine, c'est d'avoir lu ça et en fait le mieux c'est imprimer et si vous avez envie de plus de certains points, on le reprendra. Donc ça veut dire en fait, pour résumer, que je vous laisse en autonomie, ça, parce que la prochaine vous serez dans le supérieur, donc ce sera souvent comme ça. Alors j'en suis à la page 13, à 13, 17, 18, 9, parfois des rappels, 21, 2, 3, je crois qu'il y en a 29. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, j'envoie tout ça à Alexandre. Voilà, donc 29 pages. Voilà. Attendez, j'en ai 28 là. Qu'est-ce qu'il y en a une qui est passée à la trappe? C'est bon. Très bien. Voilà, donc normalement, si ça fonctionne, donc c'est le petit 2, hein, dissertation entièrement rédigée, une entière connaissance possible, je vous l'écris ici, petit 2, le vivant, donc toujours en lien avec le titre du grand 2 évidemment, le vivant, est-il entièrement connaissable? Alors, on va passer maintenant à une partie que j'aime beaucoup ce qu'on dit ça. Les mathématiques aussi, mais c'est mon enfin, j'aime bien plus comme un jeu, ça je trouve que j'ai profondeur, mais ça c'est vraiment personnel. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que voilà, on arrive en fait au grand 3. Alors le grand 3, je vous l'expliquer, c'est une lecture, j'ai décidé qu'on allait en profiter pour lire ce que je trouve que vous ne lisez pas assez. En tout cas, philosophie, je trouve que vous lisez pas assez de philo. Je l'ai découvert pendant le stage, là, pendant ces vacances, enfin je m'en doutais déjà un peu. Donc là, je vais aller chercher l'ouvrage, ça s'appelle La sculpture du vivant, je l'ai pas avec moi, à Mézène. Et on va lire ensemble, d'accord? Lire, voilà, c'est bien cité d'une prise de notes. Je vous indiquerai à la fin de chaque page. Moi, je vais vous faire un résumé déjà. Je vous indiquerai à la fin de chaque page les grandes idées à retenir. Ok? Donc, le grand 3, c'est la sculpture du vivant. Je ne sais jamais écrire sculpture. Je suis dyslexique pour ce mot. Voilà. Donc, c'est parti. Tous les fichiers sont en polycopié. Il y en avait trop pour les mettre ici. Merci beaucoup, Alexandre. Je reviens dans 2 secondes avec...
Alors, me revoilà. Donc, encore merci Alexandre pour avoir posté les documents. Vous êtes là. Donc, c'est un livre qui a obtenu beaucoup de prix. La sculpture du vivant, Jean-Claude Amezen, Le suicide cellulaire ou La mort créatrice. Prix Jean Ross, prix Biguet de l'Académie française. Bon, c'est un livre extraordinaire pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à la rigueur scientifique dont il témoigne. Aussi, par rapport au fait que vous avez beaucoup de mythologie à l'arrière et des correspondances de la science. Et je trouve vraiment que Amezen, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas oublié justement l'imaginaire, qui n'a pas oublié à quel point il avait fécondé la recherche scientifique. Et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive bien juste à faire le lien entre les... Alors, je vais vous en parler. Je vais vous lire la 4e de couverture. On va déjà commencer avec ça. Alors, je vais vous demander vraiment, là, c'est plus libre, comme vous laissez bercer par... c'est tellement bien. Si vous pouvez aussi prendre des notes. Enfin, faites un peu comme vous voulez, tant qu'à la fin, il y a quelque chose. Ce qu'il écrit, ça a été qualifié de passionnant par un journaliste du Monde et qui est justement a repris donc ce passage. Nous sommes chacun une nébuleuse vivante, un peuple hétérogène de milliards de cellules. L'interaction engendre notre corps. Aujourd'hui, nous savons que toutes nos cellules ont le pouvoir de se détruire en quelque sorte. Survie dépend jour après jour de la capacité à percevoir les signaux qui empêchent leur suicide. Cette fragilité même et l'interdépendance qu'elle fait naître est source d'une formidable permettant à nos corps de se en permanence. À l'image ancienne de la mort comme une faucheuse brutale, se surimpose une image radicalement nouvelle, un sculpteur faisant émerger sa forme et sa complexité. Cette nouvelle vision bouleverse l'idée que nous nous faisons de la vie. Elle permet une réinterprétation des causes de la plupart de nos maladies et fait naître de nouveaux espoirs pour transformer notre compréhension du vieillissement. Un voyage que propose ce livre, un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, de nos cellules et de nos gènes. Un voyage au travers de centaines de millions de recherches des origines de la mort. Un voyage à la découverte de l'une des plus belles aventures, toute expression d'un pan inconnu. Ce livre nous permettra aussi de ressentir combien la science peut parfois entrer en raison avec nos interrogations plus intimes et les plus anciennes. Voilà, donc vous voyez de quoi il va être question. Bon, alors évidemment, je ne vais pas vous lire tout le livre, c'est un immense livre, il fait pages, à peu près un peu moins de 400 pages, 350 pages, mais on y voit en épigraphe, on y voit la vie et la mort, du monde se regarde et s'enlace. Federico García Lorca, donc l'épigraphe, c'est-à-dire une citation, vous savez, on l'avait vu avec le livre L'Axiomatique de Blanchet, qui avait choisi une autre épigraphe. Bon, une épigraphe, c'est une citation qui apparaît. Donc on y voit la vie et la mort, synthèse du monde qui dans se regarde et s'enlace. Un ciel, la nuit. La voie lactée scintille au loin. La Terre tourne sur elle-même, parcourant une parcelle infime d'un univers sans un cosmos parsemé de planètes, d'étoiles, de soleils et de galaxies. Il déploie jour après, depuis environ 15 milliards d'années. Des origines, nous ne savons rien, ni de son devenir, mais nous savons qu'il est habité. Depuis 4 milliards d'années, elle remporte à travers l'espace et le temps le foisonnement des innombrables engendrements du vide. Qu'une des incarnations de ce que Charles Darwin a nommé la diversité sans fin des formes les plus belles et merveilleuses a été composée et recomposée depuis l'origine à partir des mêmes éléments à l'œil. La créature vivante doit être considérée comme un microcosme, un petit univers constitué d'une multitude d'organes qui se reproduisent, inimaginés et aussi nombreux. Charles Darwin, tous, de nos différences superficielles, un paysage pointilliste composé de minuscules êtres vivants, la biologiste Lynn, plus d'un siècle, quand se révéla le degré de parenté jusque-là insoupçonné qui nous unit à l'ensemble du monde vivant. Un oiseau, un arbre, un être humain, un papillon, une fleur, une colonie de bactéries ou de levures, tous constitués de ces plus petites entités vivantes microscopiques capables de puiser leurs ressources dans l'environnement et de se reproduire en se dédoublant. Chacun d'entre nous ne représente que l'une des innombrables variations que les cellules ont réalisées, le thème de la diversité et de la complexité. Au mystère de l'origine du cosmos qui nous entoure répond le mystère de l'origine du vivant. Mystère de notre tous une histoire qui commence très longtemps et s'étend le long de la chaîne ininterrompue de nos ancêtres à travers des centaines de millions, des milliards d'étendues de temps que parcourt la succession d'engendrements qui constituent notre généalogie, rien de commun avec celle de notre vie courante, ni de l'histoire de nos civilisations. À cette échelle, les montagnes surgissent, s'érodent et s'apaisent, les déserts fleurissent, les continents se fracturent, se séparent et s'éloignent. À cette échelle s'estompent les notions qui nous sont familières. Imaginons un instant que nous puissions entreprendre un voyage à travers le temps et remonter le cours du passé, nos origines les plus anciennes. Nous puissions plonger à jamais, comme disparaîtrait le premier, puis les grands singes, puis les oiseaux, espèces dont nous ne connaissons aujourd'hui que des fossiles, puis s'effaceraient brutalement. De quelques dizaines ou centaines de millions, des comètes s'écraser brutalement sur la Terre, des mers de glace se répandent puis fondre. Les insectes, les arbres, les reptiles paraîtraient. Notre planète ne serait plus peuplée que d'une multitude de vers et de petits animaux aux formes de buissons terrestres et d'algues marines.
Après une plongée de 800 millions à 1 milliard multicellulaire, ce univers vivant n'est plus composé que d'une myriade d'êtres constitués d'une seule cellule. Une cellule qui ressemble à celle de notre corps, ancêtre des cellules des animaux, et des cellules capables d'effectuer la photosynthèse, qui libèrent l'oxygène et produisent de l'énergie à partir de la lumière, les ancêtres des cellules des plantes. 1 milliard d'années, et nous entrons dans une période où ces cellules, dans leur forme actuelle, ne sont pas encore. 2 milliards d'années, remonter le temps, dans un univers peuplé d'une infinie variété de bactéries, mais la plus simple des cellules. L'oxygène, libéré par l'activité de photosynthèse de certaines bactéries, cyanobactéries, devenir de plus en plus. La vie se déroule en l'absence de bactéries puisent leur énergie à partir de l'azote, de l'hydrogène. Couche fragile de l'atmosphère qui entoure la Terre est traversée en permanence par une nuée de rayons émis par lui occupent les profondeurs des sols et des mers. Sont-elles alors les seuls êtres vivants qui peuplent notre planète? Il est probable que les côtoient d'autres cellules primitives. Possible que certaines de ces cellules aient donné naissance à la fois aux bactéries animales et aux cellules. Mais il se peut aussi que l'ensemble du royaume du vivant autour ait eu pour seul ancêtre le monde des venons de parcourir près de 4 milliards d'années. Ouvrons l'aube première de nos origines, l'hiver de nos. Il n'y a sans doute aucun. Le vivant, en train de naître, émerge de la matière. Remontant encore quelques centaines de millions d'années, et la vie s'efface. La planète est une boule en fumée. Au cours de cette plongée à travers le temps, nous avons vu s'évanouir la plupart des incarnations du vivant pour nous retrouver parmi les organismes humains. Mais certaines de ces espèces ancestrales ne se sont jamais éteintes. Les bactéries sont toujours présentes parmi et leur nombre dépasse le nombre des qui peuplent aujourd'hui notre planète. Les organismes unicellulaires règnent sur la Terre depuis des temps immémoriaux. Colonisés, sonnés, ils ont rempli l'air de l'oxygène qui nous permet de respirer. Imaginons notre arbre généalogique, l'arbre du vivant. Un buisson touffu s'élève vers l'évolution de la vie est faite de revenus à l'ère axiale, de petites modifications. Naît soudain un rameau nouveau, un nouveau buisson. 2 milliards d'années émergent les rameaux des premières cellules plantes qui donnent naissance à leur tour à de vastes beaucoup plus les buissons des animaux et des plantes multicellulaires. De ce buisson touffu, naissant de nouveaux pans entiers sont de 99% des espèces apparues depuis 4 milliards d'années, probablement à jamais éteintes. Le monde chatoyant qui nous entoure est un monde de rêve. La longue course du vivant à travers le temps a été une traversée sur la mer houleuse de la conscience. L'histoire s'était répétée plusieurs fois. Elle serait sans doute déroulée depuis. L'histoire du vivant est une succession imprévisible d'accidents étranges, merveilleux. Mais aux méandres erratiques de la contingence, faisant émerger et disparaître en permanence la cité, impose depuis l'origine une constante, une ligne et renaît sans cesse doublement d'une cellule qui devient 2 cellules qui à leur tour, depuis 800 millions à 1 milliard d'années, depuis la naissance des premiers années, des premières plantes dont le corps est composé de plusieurs cellules, se répète un événement familier, cellule unique à un univers entier. Corps d'oiseau, un arbre, un être humain, un papillon, une fleur, qui grandit, vit un temps, puis s'efface et disparaît. Alors contribue à son tour à la naissance de cellules œufs, surgissent de nouveaux univers. À la question de ce que nous sommes avant notre début, la réponse est à la fois simple, potentialité, présente, mais encore fragmentée, éparpillée dans 2 cellules séparées, lointaines, donnant à 2 nébuleuses dites qui un jour, par hasard, se rejoignent pour se fondre en une cellule nouvelle. Une succession d'explosions fugaces à travers le temps, nous sommes, avec l'ensemble des animaux et des plantes, les témoins et les seuls survivants. Nous vivons et mourrons dans un monde habité par nos ancêtres qui peuplent notre planète, sont des êtres composés d'une seule cellule. Produisant en se dédoublant, ils paraissent avoir été dotés dès l'origine d'une double promesse d'invariance et d'immortalité. S'il leur arrive de changer ou de mourir, ce nom semble le fruit du hasard et non d'une nécessité. Il en est autrement de nous, en tout ce que notre temps est complexe, composé d'une multitude de cellules. Ne reproduisons pas en nous dédoublant, créons à 2 un nouvel être, semblable et différent de nous. Dissociant irréductiblement l'individu de sa dissolution, nous a ancrés dans la diversité, la mort. Conception à la naissance, de l'enfance et l'adulte, vieillesse à la se construit puis se défait notre univers sain et éphémère. De l'humanité, le cercle des arts et les cultures ont prêté un sens à cette culture et une pérennité à ce. Pour le religieux, notre finitude, qu'elle soit épreuve, apprentissage, expiation ou rachat d'une faute originelle, ne traduit que l'incapacité des incorporels, de nos âmes immortelles, à survivre dans ce monde. Pour le biologiste, la part de chacun d'entre nous qui croise au plus près des rives de l'éternel, ce sont les cellules et leurs gènes qui abandonnent nos corps pour construire d'autres, de génération en génération, à travers le temps. Pour le médecin, la part d'avenir qui est tout entière la vie fugace de l'individu. En est la fin, l'anéantissement, l'ennemi. Nous sommes chacun un microcosme, une nébuleuse vivante, un peuple hétérogène de dizaines de milliers de milliards de cellules, dont les interactions composent notre corps et engendrent notre interrogation, notre vie et notre mort, amène à une interrogation sur la vie et la mort des cellules qui nous composent. Longtemps pensé, la disparition de nos cellules
comme notre propre disparition individu, ne pouvait résulter que d'accidents et de destructions, d'une incapacité fondamentale à résister à l'usure, au passage du temps et aux agressions permanentes de l'environnement. Et nous savons aujourd'hui que la réalité est de nature plus complexe. Une vision radicalement nouvelle de la mort s'est révélée, comme un mystère au cœur du vivant. Une de nos cellules possède tout au long de son le pouvoir, à tout moment, de détruire en quelque sorte la survie de l'ensemble des cellules qui nous composent, notre propre survie, dépend de leur capacité à trouver dans l'environnement de notre corps des signaux qui leur permettent de réprimer jour après jour le déclenchement de leur survie. Nous sommes des sociétés cellulaires, dont chacune des composantes vit en sursis. Aucune ne peut de chacune de nos cellules dépend en permanence de la qualité des liens provisoires qu'elle est capable de tisser avec son environnement. Et c'est sur cette interdépendance dépourvue d'alternatives qu'est notre existence et fondée notre pérennité. Pour chacune de nos cellules, vivre, c'est avoir réussi à empêcher pour un temps le suicide. Et d'une manière troublante, contre-intuitive, un événement positif à la vie, né de la négation négative, l'autodestruction, a bouleversé en profondeur notre représentation du fonctionnement de nos corps, a conduit à une réinterprétation des causes de la plupart de nos et a ouvert des perspectives nouvelles, a commencé de transformer notre manière d'appréhender le vieillissement. À toute autre échelle, certains aspects de la longue histoire de l'évolution donnaient naissance. La représentation ancienne de la mort comme une faucheuse surgissant du dehors pour détruire s'est peu à peu substituée à une autre image, celle d'un sculpteur au cœur du vivant, faisant jour après jour complexité. Dès les premiers jours qui suivent notre conception, au moment même où début de l'existence, le suicide cellulaire est déjà à l'œuvre dans notre corps, en train de se sculptant les métamorphoses successives de notre forme. Dans les ébauches de notre cerveau et de notre système immunitaire, la mort cellulaire est partie intégrante d'un processus étrange d'apprentissage et d'auto-organisation. L'aboutissement n'est pas la sculpture d'une forme, notre mémoire, notre identité. Le dialogue permanent qui s'établit dès le début entre les différentes populations cellulaires qui nous construisent. Le langage génère la vie, mais aussi qu'elle crée à partir des informations dans nos gènes et qui leur permettent tout moment de s'engager en construction, nos cellules continuent à les produire tout au long. Le royaume du suicide cellulaire n'ont pas de frontières d'enfants puis d'adultes et pareil à un fleuve, sans cesse renouvelé. Les territoires qui un temps persistent en nous sont aussi fragiles que disparaissent et renaissent. Cette fragilité même, cette précarité, ce sursis permanent, qui est la véritable source de notre complexité, à chaque instant, à nos corps de se sculpter, de se reconstruire, de se recomposer et de s'adapter à un environnement perpétuellement changeant. Il transparaît aussi comme une image en miroir de une vulnérabilité nouvelle, jusque-là insoupçonnée. La splendeur du site cellulaire se surimpose une face sombre, cachée qui nous menace. Cancer, sida, maladies dégénératives du cerveau, crise cardiaque, hépatite, accidents vasculaires cérébraux. La plupart de nos maladies se révèlent liées à des dérèglements du système cellulaire. Il n'est plus un domaine de la biologie ou de la médecine qui n'ait été réinterprété à l'aide de cette nouvelle grille de lecture. Nouvelle pierre de Rosette, promesse d'une révolution thérapeutique est en train de se dessiner. Progressivement, la puissance même de ces nouveaux concepts et la richesse de leurs impacts ont provoqué une forme de fascination pour effet de focaliser et de figer la réflexion. Riche de résonance qui s'est déployée, qui illustre les termes de suicide cellulaire, de mort programmée, d'altruisme cellulaire, de décision de vivre ou de mourir, traduisant une profonde difficulté à appréhender la nature réelle. Une autre manière qui permet de prendre de la distance et de s'arracher peu à peu à la pression de révélation et d'évidence aveuglante. Nous avons chacun une très longue histoire qui a débuté longtemps avant la venue au monde. Chacun, un descendant d'une longue lignée d'ancêtres. La généalogie se perd dans la nuit. Si nous voulons comprendre une propriété apparemment mystérieuse de nos corps, il vaut mieux non pas son rôle, de solidité, de sa fonction, mais partir à la recherche de ses origines. De l'évolution du vivant est apparue pour la première fois la potentialité de s'autodétruire. Et dans quel corps, dans quelle cellule? Il y a eu une période d'avant le suicide cellulaire, durant laquelle l'âme aurait pu résulter que des agressions aléatoires, et une période d'après la naissance du suicide cellulaire, à partir de laquelle la capacité de s'autodétruire est devenue une des propriétés. Tel est le cas. C'est une question difficile, parce que le passé véritable de l'évolution du vivant nous est à jamais fermé. L'immense et merveilleux futur persiste encore aujourd'hui des reflets imprécessifs des ancêtres qui leur ont donné naissance. Le suicide cellulaire est à l'œuvre dans la sculpture des corps des animaux et des plantes, dont les premiers ancêtres sont parus il y a environ 1 milliard d'années. Il sculpte aussi la complexité des innombrables formes à l'œil, les êtres vivants les plus dont les premiers ancêtres sont nés il y a environ 4 milliards d'années. Le suicide cellulaire apparaît profondément ancré au cœur du révèle une vision radicale sans rapport aucun avec l'utilité, le rôle et la fonction qui nous semble exercer dans nos corps. La cellule est un mélange d'êtres vivants hétérogènes, d'origines diverses, un métissage, une cohabitation de différences, dont la pérennité n'a eu l'alternative que la mort. Au rythme de ces symbioses, de ces épisodes successifs de fusion des altérités en de nouvelles identités, toutes bâties et propagées, le pouvoir s'autodétruit. Alors, là, je vous ai lu jusqu'à la page 16. Alors, petite question. On va s'arrêter là, j'ai 33 minutes. Déjà, c'est moi qui ai une question. Est-ce que vous préférez
Parce que c'est pas du tout pareil, forcément, là, vous écoutez le cours comme si vous écoutiez la radio, en gros. Donc, c'est radio, philo, 3 philo. Alors, en gros, question, c'est est-ce que vous préférez une lecture comme ça? Là, j'ai lu donc l'ouvrage, ou est-ce que vous aimez le cours classique? Est-ce que vous aimez bien le mélange des deux? Voilà, moi j'aime beaucoup. Peut-être vous avez des préférences. Alors déjà, c'est ça la question. Vous préférez avoir un support écrit? Oui, mais on peut pas se laisser bercer par un conte. C'est un peu dur de lire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est que je peux vous envoyer les pages. Ah, c'est un peu... je peux envoyer les pages si vous voulez, mais j'essaie d'aller lentement, suivre aussi longtemps. Voilà, alors c'est pour avoir vos retours. Les cours classiques, d'accord. Bon, dans ce cas-là, je peux le transformer. Mais moi, je trouvais intéressant aussi de faire la lecture. Si vous préférez, je peux vous faire lecture et vous préférez suivre. Dans ce cas-là, je vous enverrai les pages. Donc, je vous propose ça comme alternative, petit compromis pour la prochaine fois. Je peux donner le programme. La prochaine fois, donc, j'enverrai avant le cours, on verra les pages, on lira le support écrit, qu'on fera une lecture différente. C'est vrai que c'est assez dense quand même. Donc, on finira comme ça le vivant. Ensuite, il nous restera donc notre dernier cours, matière et l'esprit. Et puis voilà, puis après j'avais dit, je ferai un cours pour ça, enfin en été, mais je ferai plus spécifique pour les prépas, pour les programmes de prépa, avec Nietzsche. Hein. Voilà, donc on se quitte comme ça. On avait dit, voilà, un cours autour de ça et un cours autour de... enfin, un cours ou un demi-cours, mais sinon aussi, on avait dit des jeux, des ateliers. Donc révisez bien ce qu'on a fait, les citations. Puis je vous invite aussi à avoir votre petit carnet de citations et à réfléchir aussi à partir de ça. Hein. Ok. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus. Ça vous va comme horaire? Pas trop, mais ça. Donc, si ça vous va à tous, on tient pour la prochaine, 9h45 le lundi et 16h30, 18h pour le mardi. Voilà. Merci de votre présence. Donc, vous étiez moins nombreux. N'hésitez plein de... Là, je vais pas pouvoir dire la même. En tout cas, voilà. Merci d'avoir été présents. Merci à tous. Et je vous souhaite déjà une très bonne semaine et je vous dis à lundi. Bon courage et à lundi prochain. Merci à tous, merci Nawid, merci Inès, merci Noureddine, Danae. Merci à tous, merci Adrien, merci Benoît, merci d'avoir été notre